Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Je vous Sabah Nour, Sabah Nour. C'est une approche des équilibres internationaux de l'Algérie avec l'utilisation des lois des finances de 2016 jusqu'à 2022 que nous allons exploiter. Mais en introduction, nous préférons plutôt dire un message très court en anglais pour des responsables de la Banque mondiale et au FMI. Madam Kristalina Georgieva, Managing Director of the IMF, and Chris Georgieva, IMF economist in charge of Algeria, and Ajay Bonga, President of the World Bank, and Kamal Brahma, World Bank resident representative in Algeria. My greetings. For the sake of, firstly, the human rights, secondly, the Amazigh, thirdly, democracy, and fourthly, peace in Algeria and North Africa, I will be doing a political lecture about my mother country. In its first part, I will be dealing with the Algerian international equilibriums to find out how my country can escape from the hybrid war which it has been facing since 2010, and in the second part, I will be using the World Bank, International Monetary Fund, and the United Nations Organization data combined with some international readouts related to and the Algerian fiscal laws from 2016 to 2024 in order to demonstrate that Algeria is drawing and how all its resources, either human or economic, are and will be sold cheaply. By July 2022, I got serious issues to meet your economists at your headquarters in Washington, D.C. I will be glad if you accept to schedule a meeting between me and your respective or joint staffs to go deeper in the economic reforms and monetary policies ordered to the Algerian presidency and government under an absolute control of the military staff. Emmanuel Macron, President of France, and the United States federal government. Because of I am addressing my compatriots, either the residents or the expatriates. I will use the French language. As I told to the former president of the World Bank, Mr. David Malpass, 4 years ago, when I had commented mainly the hydrocarbon law and a belt of your reforms, the Algerian people isn't the garbage of the humanity. A letter will be sent to your directions in which I will enclose some statistics and the link to this lecture. Best regards, January 2024, Sherif Aïnsad. Chers compatriotes d'Algérie, une autre fois, Azouf Laouane, Sabah Nour, Théorème Hussein Ahmed. Quiconque a trahi Hussein Ahmed est indigna, est infréquentable. Théorème Hussein Ahmed. Quiconque a trahi Hussein Ahmed est infréquentable. Notre lecture, ce commentaire, nous allons le faire d'abord sur des aspects pratiques, pragmatiques des équilibres internationaux. Ensuite, nous allons faire une série de commentaires sur tous ces chiffres. Une série de commentaires sur tous ces chiffres. Donc, nous sommes obligés de faire dans l'accélération, et pour éviter un éparpillement, ce sera plutôt une lecture de notes que nous ferons. Notre objectif est la paix en Algérie. L'Algérie doit sortir de cette spirale de guerre hybride qu'elle subit.
Premièrement, l'état-major de l'armée doit être renouvelé. Deuxièmement, la majorité de l'Algérie doit rester une force. Nous aborderons les équilibres internationaux de l'Algérie au moyen du Sénat des finances de 2016 à 2024 et les chiffres internationaux pour expliquer la situation de guerre hybride que la nation algérienne a commencé à vivre depuis 2010-2011 et qui augmente de plus en plus d'intensité. En parlant d'équilibre international de l'Algérie, il faut comprendre le passage de la soft power actuellement pratiquée contre notre pays à la hard power. Emmanuel Macron et l'OTAN seront taureaux de l'effondrement de l'Algérie, qui commencera par des émeutes et violences contre les civils, lesquelles déboucheront sur une guerre laquelle engendrera une intervention internationale hors droit humanitaire. Pour nous, cette guerre sera déclenchée parce qu'elle arrange les intérêts du roi de France, Emmanuel Macron. Nous précisons, il s'agit des intérêts du roi de France, Emmanuel Macron, et des USA dans son ensemble, en repoussant et privant la Russie et la Chine d'une partie de l'Afrique. L'Algérie est une cible essentielle parce qu'aussi son effondrement permet de mater toute l'Afrique du Nord, pays du Sahel inclus. Nous redisons une autre fois que cette appellation de pays du Sahel nous offusque, est une insulte. Est-il nécessaire de dire que l'ONU, avec son Conseil de sécurité, sont paralysés? Pour certains détails de d'analyse et d'approche théorique, nous vous recommandons la lecture de nos publications par le CRM et certaines de nos interventions précédentes. Il nous est impossible de revenir sur des détails alors que nous voulons accélérer ce travail parce qu'il sera long. Nous invitons nos compatriotes algériens qui soient en Algérie ou à l'étranger de reprendre les chiffres que nous allons utiliser et d'aller dans des analyses un peu plus détaillées. Des analyses que nous avons déjà abordées par le passé. Synthétiquement, les équilibres internationaux sont identifiables dans les actions proposées par l'Algérie dans l'espace public international et les décisions qui en résultent. Un paramètre crucial de la qualité de cet équilibre est la souveraineté sur les actifs ou avoirs internationaux, tant mobiliers qu'immobiliers, et la liberté de l'État d'en user, y compris dans leur transfert vers d'autres pays. La dette internationale étrangère ou souveraine est un levier facilement transformable en assassinat. Que Dieu soit loué. Elle est très petite. La dette souveraine algérienne, elle est très petite. Mieux encore, le pays détient de très vieilles créances sur des pays africains qui lui sont difficiles à recouvrer. Certaines d'entre elles ont été carrément annulées. L'Algérie détient, l'État algérien, pas la nation actuellement, détient une créance d'environ 4 milliards d'euros sur la France et 5 milliards de dollars sur le FMI. Est-ce que la Banque centrale ou le CPA nous reviendrons dessus, encaisse les intérêts? Nous parlons d'abord de l'encaissement des intérêts sur ces prêts, sur les 4 milliards de dollars, 4 milliards d'euros pour la France et les 5 milliards de dollars pour le FMI. Au mieux, est-il possible à l'occupant de Mouradia, de réclamer le principal à Macron, c'est-à-dire le prêt accordé à Macron? Est-il possible à l'occupant de Mouradia de réclamer ce principal? C'est ce que Macron, au mieux, elle pourra être transformée en acquisition d'armements déclassés et surfacturés.
C'est ce que nous pensons. Ce poids de souveraineté permet de mesurer la réputabilité et la force de sa diplomatie. Avant de continuer avec un deuxième point, attribut des équilibres internationaux d'un État, de l'Algérie en l'occurrence, nous le répétons, nous travaillerons pour une Algérie nouvelle. Nous travaillerons pour une Algérie nouvelle. Voilà. Les actions de l'État en faveur ou contre les droits de l'homme, ainsi que ses réactions aux condamnations et dénonciations qui lui sont signifiées, permettent de mesurer la valeur accordée par les décideurs algériens à la dignité de la nation. Les capacités de la nation, additionnées aux capacités de l'armée à défendre le territoire national dans les conflits armés internationaux, les investissements liés à contrer l'insécurité alimentaire par la sécurité alimentaire, les investissements liés à contrer l'insécurité alimentaire et à la technologie nucléaire en particulier. Et en dernier, la balance des paiements internationaux montre les forces et les vulnérabilités du pays. Quand nous aborderons la démonstration de l'intensification de cette guerre avec les chiffres internationaux de l'Algérie, en plus de leur volume financier, ce sont leurs finalités et conséquences voulues par les pays de l'OTAN et du mégalomane roi de France, Emmanuel Macron, qu'il sera utile de comprendre. Quand nous aborderons les chiffres internationaux de l'Algérie, vous voyez les finalités. Quand un chiffre officiel de l'Algérie vous est difficile à comprendre, ramenez-le à des valeurs marchandes que vous connaissez, que vous maîtrisez. Quand nous disons par exemple un déficit commercial d'1 milliard de dollars, il est facile à comprendre. S'il y a 45 millions d'Algériens, s'il y a chaque Algérien consomme 2 baguettes de pain par jour, ça voudra dire que nous avons besoin de 90 millions de baguettes par jour. Multiplié par 365 jours, en supposant par exemple qu'une baguette de pain nous coûte $1 en Algérie, vous avez le montant de la consommation du pain par la nation algérienne pendant une année. Comparez-la à 1 milliard de dollars. Quand vous avez des chiffres de l'ordre de 50 milliards de dollars, nous allons les aborder, qui soient en déficit, généralement c'est un déficit, ou en excédent. Il faudra les ramener, par exemple, au nombre de logements sociaux que l'Algérie peut construire. Si, à cause de la valeur du dinar, un logement social revient, par exemple, à 25 000 $ US, 50 milliards de dollars donneront, divisé par 25 000 $ US, donneront le nombre de logements sociaux qu'il est possible de construire. Dans ces logements sociaux, il faudra inclure des édifices, des coopératives, des constructions, des shelters, pour recueillir les sans domicile fixes qui souffrent dans les rues d'Algérie. C'est un exemple. Nous continuons.
Quand nous abordons la démonstration de l'intensification de cette guerre avec les chiffres internationaux de l'Algérie, en plus de leur volume financier, ce sont leurs finalités et conséquences voulues par les pays de l'OTAN et du mégalomane roi de France Emmanuel Macron qu'il sera utile de comprendre. Tenons, la guerre hybride, ses moyens et leviers. Vous entendez quasiment tous les jours que Dieu fait, pour ceux qui suivent l'information internationale, le mot guerre hybride. À toute fin utile, volontairement, nous avons pris la définition de la guerre hybride telle que publiée par l'OTAN, le NATO, l'OTAN. Et nous allons donner une traduction en français. Hybrid conflicts are full spectrum wars with both physical and conceptual dimensions. The former, a struggle against an armed enemy, and the latter, a wider struggle for control and support of the combat zones indigenous population. The support of the home fronts of the intervening nations and the support of the international community to secure and stabilize the indigenous population. The intervening forces must immediately rebuild or restore security, essential services, local government, self-defense forces, and essential elements of the economy. Dans cette définition, avant de donner la définition en français, rappelez-vous du mot, de l'expression self-defense forces. Ça doit rappeler aux Algériens les années 90, l'enfer des années 90, avec les milices et cette histoire de patriotes. Maintenant, cette définition de la guerre hybride pratiquée par l'OTAN a été traduite en français par l'état-major de l'armée canadienne. Dans l'état-major de l'armée canadienne, il y a des officiers. Il y a des hommes et des femmes qui réfléchissent. Par contre, dans l'état-major de l'armée algérienne. Donc, l'état-major de l'armée canadienne définit la guerre hybride comme étant l'organisation du traité de l'Atlantique Nord définit la guerre hybride comme un large éventail de mesures militaires. Militaire, c'est full spectrum, paramilitaire ou civil, dissimulés ou non, qui sont mises en œuvre de façon très intégrée. L'OTAN précise cette définition en ajoutant que dans une guerre hybride, des acteurs étatiques ou non étatiques, pour atteindre les objectifs, mettent en œuvre, selon un schéma fortement intégré, une combinaison vaste, complexe et adaptative des moyens conventionnels et non conventionnels. Des moyens conventionnels et non conventionnels, ainsi que des mesures militaires, paramilitaires ou civiles dissimulées ou non. Ça, c'est le journal des forces armées canadiennes. Nous allons ajouter une partie de notre intervention dans la description de cette lecture. Brièvement maintenant, nous allons revenir à un comportement positif, à une analyse positive sur le terrain. Une guerre hybride a pour objectif de réduire les coûts économiques. Ça, c'est en dehors des définitions de l'OTAN. Vous avez une définition de l'OTAN, et il faudra donner du contenu à la définition de l'OTAN. Une guerre hybride a pour objectif de réduire les coûts économiques et humains d'une guerre classique et de maximiser le profit stratégique du ou des bénéficiaires. Cette fois-ci, nous avons utilisé l'adjectif stratégique. Parce que nous parlons d'équilibre. Ce n'est pas du baratin.
Elle est donc une guerre armée ou non, interne, internationalisée ou internationale, sur un territoire réputé national à laquelle sont greffés en tant qu'arme l'inondation de ce territoire par les drogues et stupéfiants portée par l'accroissement des actions et exactions des organisations nationales et transnationales du crime, la création et manipulation de groupes terroristes pour augmenter la contrebande de l'armement et les terreurs sur les populations qui réduiront ainsi le contrôle régalien de l'État sur sa terre. Comme autre moyen, l'information. Les puissances impériales priveront l'État de l'information relevant du crime organisé, des déplacements des mercenaires et de la sécurité des installations accessibles via les satellites. Liquidons maintenant cet élément destructeur de la santé publique et de la communauté que sont les drogues et stupéfiants. Des détails ont été publiés dans nos précédentes publications. En fin 2023, début 2024, circule en Algérie l'information sur l'arrestation de dealers à Tizi Ouzou, comme par hasard, toujours à Tizi Ouzou, et la tenue de procès des parents de stupéfiants. D'abord, pour identifier si ces actions sont une décision souveraine, c'est-à-dire c'est l'État algérien qui a décidé tout seul, souveraine, ou un ordre venant de l'Union européenne. Il suffit de vérifier si ces actions sont répliquées au Maroc et Tunisie et pas dans les pays comme le Mali, le Niger, le Tchad, la Libye et le Burkina Faso. Des procès sont annoncés au Maroc. Des cibles, des personnes ont été citées nommément. En Algérie, non. Citer le nom d'un procureur, d'un juge, d'un général mêlé à une affaire de drogue, dans un procès, hein, pas dans la rue. C'est impossible. En Algérie, en 2024, les cartels mafieux sont constitués. Ils sont organisés. Certains ont pris le contrôle de fonctions dévouées à l'État. Dans le domaine des ressources naturelles, les drogues et stupéfiants, la prédation des réserves internationales. Les réserves internationales de l'Algérie sont siphonnées. Pour les exemples liés aux guerres de l'opium, imposées, il y a celle de l'Angleterre imposée à la Chine à partir du XVIIIe siècle, qui a fini par la prise de Hong Kong. C'est-à-dire là maintenant nous faisons le lien, hein? C'est-à-dire d'un côté les stupéfiants, les drogues, etc. D'un autre côté la guerre imposée par l'Angleterre à la Chine, qui a fini non pas par l'éradication de la drogue, mais par le démembrement de la Chine. Hong Kong qui a été prise. Bon. Deuxième exemple. Les États-Unis d'Amérique, malgré toutes les actions qu'ils ont faites, malgré toutes les interventions armées qu'ils ont faites en Amérique et en Afghanistan, il lui est impossible, les États-Unis d'Amérique n'ont pas réussi à éradiquer le trafic de stupéfiants. Parce que pour partir, les arrange dans la légalisation des drogues, le commerce, l'économie, etc. Pour partir, ils continuent à servir d'instrument de pression. Dans le cas de notre pays, la prise de contrôle du sud de l'Algérie, nous répétons, la prise du contrôle du sud de l'Algérie par ces gangs qui seront liés à l'Azawad. Nous allons revenir sur l'Azawad et à Emmanuel Macron. Est un risque stratégique de déflagration et de partition du pays. Nous l'avons signalé en 2014.
Maintenant, il devient un risque stratégique. Comment et avec quoi se battra l'Algérie alors que ses services secrets sont en lambeaux? Les services secrets algériens, tant militaires que civils, sont en lambeaux. Dans une guerre hybride, les éléments identitaires et religieux, la perte de conscience patriotique et du sentiment de propriété, la manipulation de la monnaie, la création d'une force pour étouffer les échanges commerciaux, la prédation économique, la corruption avec la fuite de capitaux et l'expatriation des élites dans une migration de plus en plus grande sont des instruments d'efficience. L'efficience, c'est l'augmentation de l'efficacité. En revenant sur les éléments identitaires et religieux, nous en avons parlé quand le problème s'est posé en Espagne et nous avons fait un rapprochement avec l'Algérie. Nous nous sommes adressés à Ibn Hajj, le célèbre prédicateur islamiste du Fils. Notre message est toujours disponible, il est toujours visible. Nous le répétons aujourd'hui. علي بن حاج من فضلك اهدر شويه على السلم، على امازيغيه الجزائر، اهدر شويه على النشيد الوطني بالامازيغيه والعربيه في الجزائر. من فضلك نقص من شحلة هذيك اللي ديرها. هناك كثير من البارامتر الفاكتور لا علم لك بهم. علي بن حاج بيقول احترام، مش مدرسة أولى. علي بن حاج راني قابل نصلي معاك ولا انت قابل تصلي معايا، نروحوا للجامع نصلي انا وياك وتصلي مرا بينا، مرا قبيلية تصلي بينا ولا قابل؟ وي قابل. Bon. Nous passons aux pressions internationales. Elles seront véhiculées et imposées via l'austérité des programmes d'ajustement structurel et de la stabilisation de la balance des paiements du FMI et de la Banque mondiale. Ces pressions serviront à satisfaire les grosses industries mondiales en leur accordant la propriété et le contrôle de larges domaines de l'économie nationale. C'est la question de certificat de possession, acte de propriété, dont Tizi Ouzou s'est fait la capitale. On dirait qu'à Tizi Ouzou, il y a la London School of Economics, de MIT, ou Boston, l'université de MIT, ou l'université de Boston, ou Oxford, pour vous occuper du droit lié à l'acte de propriété. Bon, bref. Le voisinage géographique, il est saturé par des conflits armés internes et internationalisés. Cette situation a mis la nation algérienne et sa terre dans un brasier. En 2024, à travers l'article 6 de l'OTAN, l'Algérie demeure une propriété en cogestion de la France et de l'OTAN, qu'il menace d'une explosion avec la mise à feu de la mèche qui est entre les mains du machiavélique et extrêmement intelligent roi de France Emmanuel Macron et des Américains qui tous deux manipulent l'Azawad comme le commandent leurs intérêts. Dans nos précédentes interventions sur les sujets de relations internationales et de diplomatie, le franc CFA, le CEMAC, la présence des Navy Seals Team 6 en Algérie, la présence
des Navy SEALs, marine, les forces spéciales de la marine américaine, Navy SEALs, à travers le top du top, de Team 6, en Algérie. L'opération Barkhane, l'opération Takuba, l'opération Sabre, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali avec l'accord dit d'Alger de 2015 ont été pour certains des sujets de guerre affreuse entre nous et Emmanuel Macron et ceux qu'il délègue. Pour l'accord d'Alger, nous le répétons et nous le répétons encore une fois, d'autant plus que les militaires d'Alger et les militaires du Mali partagent énormément de points communs. L'idiotie, l'incompétence, les enfantillages et le manque de patriotisme. Ça, c'est ils ont en commun. L'accord d'Alger, nous le répétons. La rédaction de l'accord dit d'Alger de 2015 est une rédaction faite pour une lecture par les enfants de moins de 6 ans. Lisez-le. La rédaction de l'accord dit d'Alger est faite dans un style accessible pour les enfants de moins de 6 ans. Ça, c'est la première chose. Deuxième, il a été signé par au moins une vingtaine de représentants d'États, y compris les États-Unis d'Amérique, surtout la France, l'Union européenne, les pays, certaines organisations internationales, des pays d'Afrique du Nord, et signé par une vingtaine probablement, entre 15 et 20. Il n'y a que les militaires idiots du Mali, actuellement du Mali, le Niger va s'en soucier, hein, du Mali et de l'Algérie qui se querellent dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a la qualité du texte d'abord. Parce que ce texte, cet accord d'Alger, ne comporte aucune mesure récursoire ou compromissoire. L'accord d'Alger ne comporte aucune clause récursoire ou compromissoire. Récursoire, c'est-à-dire que c'est quand un État a commis une bêtise, il doit payer pour elle. Pour qu'il paye, il faut qu'il y ait ceux qui lui imposeront des sanctions. Pour le compromissoire, quand il y a un problème, avant de passer à des mesures récursoires, il faut qu'il y ait une tierce partie pour trouver des compromis. Il n'y a aucune mesure dans ce sens. Autre élément, et non des moindres, l'accord d'Alger coûte excessivement cher, il coûte beaucoup d'argent là, pour sa mise en œuvre. Parmi tous les signataires, qui a mis $1 dans cet accord? On avance. La culture et l'histoire du pays sont complètement escamotées. Ça, c'est un élément de la guerre hybride. Depuis 2010, les Algériens ont été complètement privés de l'histoire de la révolution et de la guerre d'Algérie. Les seuls moments durant lesquels elles ont été rappelées, la révolution et la guerre de libération, ont débouché sur des polémiques stériles, idiotes. Depuis 2018, combien de fois l'hymne national a été entonné dans son intégralité et en particulier lors des visites officielles du roi de France Emmanuel Macron? Dans une guerre hybride, l'information pour révéler la face sombre de certaines informations qui ont l'apparence d'être bonnes pour la nation est un levier actionné par des États et organisations internationales interétatiques. By pseudo-wing, en agissant ainsi, il prive la population d'avoir une connaissance avisée et éclairée de la situation. Ce qui se manifeste
dans les communautés par des discussions interminables et tendues qui génèrent un grand désarroi et une démission par l'indifférence d'une partie de la population. Depuis l'indépendance, l'information nationale est nulle, tant qualitativement que quantitativement. Ceux qui tentent d'en donner une meilleure, comme Ersan El-Khadri, subissent les foudres des généraux et des magistrats, avec comme témoins incapables les avocats et le peuple. En citant Ersan El-Khadri, tous les détenus politiques sont dans la même condition de souffrance. Une libération de tous les détenus politiques en Algérie, avec des dédommagements, sera un pansement sur les peines subies. Sera juste un pansement sur les peines subies. Mais les généraux et les magistrats, susceptibles qu'ils sont susceptibles. En arabe dialectal. Qui croient qu'une telle décision réduira de leur omnipotence, alors qu'il s'agit d'une triple dignité. Une dignité individuelle si les généraux et les magistrats qui en sont conscients du mal s'expriment. Une dignité humaine, d'autant plus que des généraux ont été emprisonnés et libérés par d'autres plus puissants qu'eux, et qui ont fait d'eux des puissants mais serviles. Et il s'agit d'une dignité patriotique, parce que la patrie l'exige et l'ordonne. La webosphère est si dense qu'elle devient elle-même un moyen favori de guerre hybride par l'intox et l'abrutissement par des sources spécialisées. L'information universitaire et académique nationale est caractérisée par sa rareté. L'étrangère est de qualité en plus de sa cherté en monnaie internationale, est elle-même un moyen de guerre hybride et est quasiment indisponible en Algérie. Son piratage, nous répétons, le piratage et le partage de l'information académique spécialisée sont absents de la culture algérienne. Elle est aggravée par un NRI faible, un indice de pénétration de réseau informatique en Algérie faible, NRI. Le bilinguisme dichotomique, l'un exclut l'autre. Arabe-français exclut, élimine l'information pertinente dans les autres langues internationales, comme l'anglais, le mandarin chinois et l'espagnol. La perte du sentiment patriotique et de possession d'un pays natal. En Algérie, d'un côté, les morts, pas d'ici. Actuellement, ils sont morts. Avant, c'était juste des décès. De Mohamed Boudiaf et Hussein Ahmed ont entraîné la disparition du patriotisme. D'un autre côté, celle de Lounes Mahdoub et Mohamed Haroun ont éteint l'espoir de brillance de la majorité sur l'Algérie et toute l'Afrique du Nord. Si l'État algérien doit demander pardon et il doit penser à le faire, à ses victimes, Mohamed Haroun et Mohamed Boudiaf sont parmi les premières personnes à qui sera demandé ce pardon. Nous pouvons ajouter Lounes Mahdoub. Nous devons ajouter Alim Sili. Par patriotisme, nous disons cette valeur sociale nationale collective. Au lieu d'être un bien universel, actuellement c'est juste un bien commun. Un bien public universel, c'est devenu un bien commun en Algérie, qui vise à l'acquisition et possession de toute la souveraineté
qui assurera la protection d'un bien constitué du peuple, d'une terre et de ressources. Ce qu'on appelle le patriotisme. Le patriotisme est une valeur sociale, collective, qui contient un peuple, une terre et des ressources. Tous sont souverains. Disons bien, tous sont souverains. La terre doit être souveraine. Les ressources naturelles doivent être souveraines. Les populations doivent être souveraines. Parmi toutes les morts, nous disons bien les décès, pas les décès, les morts. Ginette Ahmed, Ahmed Diaf, Ahmed Haroun, Lounas Matoub, Alim Sidi et d'autres. C'est la perte de conscience de propriété des Algériens de leur patrie qui ont un bien commun. Par cette conscience, est-il nécessaire de rappeler que Hussein Ahmed a proposé le déclenchement de la guerre de libération de l'Algérie pour l'après-mai 1945. Cette absence a entraîné un décalage de 9 ans pour cette guerre qui a été déclenchée le 1er novembre 1954. Ce que nous voyons depuis 2018 en Algérie, comparé à l'enfer dans lequel la nation algérienne se retrouve, ce que subissent les nations marocaines et tunisiennes sont des douceurs. L'État algérien est intégralement soumis. Pourquoi la guerre hybride menée contre la nation algérienne augmente de plus en plus d'intensité? Le besoin de contrer la Chine et la Russie en Afrique du Nord, le contrôle de la navigation en Méditerranée par l'Occident, la réorientation forcée des ressources naturelles et des marchés algériens au profit des pays de l'OTAN. C'est un point que nous avons abordé en automne 2013. En 2013, à l'époque, nous l'avions abordé d'un point de vue théorique. En 2013, en 2023-2024, il devient réalité. En 2013, c'était juste hypothétique. Vous pouvez voir conférence sur l'accession de l'Algérie à l'OMC. En 2013, c'est une conférence que nous avions faite, comme ça, grâce à un ordre d'un compatriote algérien. Maintenant, qu'est-ce qui évite cette guerre hybride d'embraser l'Algérie? C'est la résistance pacifique de la nation algérienne qui pousse à l'intensification de cette guerre hybride. Comme quoi la paix peut être un frein à une hégémonie. Actuellement, la résistance pacifique de la nation algérienne dérange les pays de l'OTAN. Cette absence, depuis 2018, année de ce mouvement sismique par lequel est née une constitution qui a vendu l'armée algérienne aux intérêts occidentaux, les patriotes sont absents de l'action. Cette absence doit trouver ses causes dans l'expatriation des révolutionnaires après 1963, dans ce qui est arrivé à Mohamed Boudiaf et à la tentative de participation de Hussein Ahmed à une élection présidentielle. La nation algérienne doit éviter d'être surprise. La nation algérienne doit éviter d'être surprise pour cette élection de 2024 là. Si le mec qui est au silence, actuellement il est au silence, qui a vendu, qui a fait son business avec la majorité et les droits de l'homme, de se faire valoir à cette nouvelle classe de généraux qui sont en train d'enterrer l'Algérie. Il y a un mec en Algérie qui est au silence. Il a coûté beaucoup aux droits de l'homme et à la majorité de l'Algérie. Nous ne sommes pas surpris s'il est propulsé. Et nous pensons qu'il le fera et qu'il sera propulsé au devant. Entre
2015 et 2018, la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue était un projet dont la concrétisation ne demandait qu'à être mis en débat public. Mise en débat public. Depuis 2019, d'autres événements ont fait de notre pays le foutoir qu'il est maintenant, qui plus qu'une déflagration plus ou moins facile à contenir, risque une explosion nucléaire. La transformation de la vérité amazigh de l'Algérie par au moins un hymne national bilingue pour notre pays aurait été possible si les politiciens, tireurs de ficelles et les serviles serviteurs de l'État étaient court-circuités et si des figures médiatiques très connues des Algériens comme Anwar Haddad et Yasmina Khadra avaient pris publiquement parole sur le sujet. En plus de l'hymne national bilingue, nous répétons l'obligation de la généralisation de l'enseignement de Tamazight dans tous les niveaux et branches de l'enseignement supérieur et son élimination du primaire. Dans ses activités de 1974 en Algérie, aucune trace dans les ORS et le MZAB. Quant au simagré du Haut Commissariat à la Nazérité, 3 points de suspension. À un autre niveau, Yenaïr de 1974 continue d'illustrer les errements prétendus officiels sur la majorité de notre patrie. L'occupant de la conciergerie Saint-Emmanuel Macron a adressé ses vœux au faux chef d'état-major de l'armée. Nous le répétons, l'état-major de l'armée algérienne doit être renouvelé pour qu'il sorte du contrôle d'Emmanuel Macron et de l'OTAN. Les équilibres internationaux de l'Algérie par les chiffres. Notre objectif est loin d'être une analyse économique froide. Nous passerons très vite sur l'interprétation des chiffres. Et si nous mettons le poids sur un ou plusieurs, cela signifie qu'il y a des problèmes très complexes qui sont derrière, que nous allons poser avec le FMI et la Banque mondiale. Et certains responsables politiques internationaux. Quand nous parlons de certains responsables politiques internationaux, nous pensons à Anthony Blinken aux États-Unis. Les chiffres que nous utiliserons nous ont donné le vertige, des maux de tête. Même si nous avons d'autres données, nous avons exclu la comptabilisation des dépenses militaires, l'extractivisme des ressources naturelles fossiles, les forêts et l'eau. Nous avons éludé l'analyse de la structure de la population, les dettes et créances de l'Algérie, les investissements directs étrangers, le chômage et la pauvreté. Nous les avons éludés. Mais ils seront contenus dans nos mots. Quand nous parlons d'inflation, de niveau de vie, du coût de la vie, etc., des réserves de change, du revenu par habitant, tout ça, ils contiennent, ils sont dedans. Et les aspects que nous avons évités, que nous avons éludés, seront remplacés par la dévaluation du dinar. Quand on parle de dévaluation du dinar, ça veut dire qu'il faut voir tout ce que nous avons évité. L'inflation, les taux d'intérêt, la création illégale de monnaie en Algérie, la Banque centrale et le Trésor d'Algérie, ils sont mis d'accord pour créer de la monnaie illégale. Les pièces métalliques, c'est une monnaie illégale. Et nous allons passer sur l'ouverture des banques à l'étranger. Mais nous allons dire un peu pourquoi. D'emblée, nous répétons que nous avons été radicalement contre la dévaluation du dinar. D'emblée, nous répétons que nous avons été radicalement contre la dévaluation du dinar. Nous avons été radicalement contre les augmentations de salaire et les pensions de retraite, la baisse des impôts. Nous avons été contre
la baisse des impôts, contre l'augmentation des pensions de retraite, contre l'augmentation des salaires, contre la dévaluation du dinar. Et nous avons dit que la surévaluation du dinar fera très mal aux Algériens et nous allons nous travailler pour l'imposer. Ça, hein? Okay. Si par malheur, après l'ouverture de ces banques algériennes à l'étranger, en Mauritanie s'il vous plaît, les Mauritaniens méritent le respect. La nation mauritanienne mérite le respect. Les dignités humaines et les vies privées sont sacrées. Mais en termes de développement, nous pouvons dire la Mauritanie Hachakoum et les Mauritaniens peuvent dire de l'Algérie, l'Algérie Hachakoum. Si par malheur, parce que c'est ce qui se décide, le dinar devient une monnaie librement convertible, nous dirons notre rage patriotique. Nous dirons notre rage patriotique. Croyez-vous que le FMI et la Banque mondiale ou tout autre big consulting délègueront des spécialistes dans tous les domaines pour sauver l'Algérie? Ils missionneront un et un seul, qui parlera approximativement dans un alambiqué langage ésotérique d'une langue que ces vice-versa algériens ne comprennent peu. Ce consultant sera grassement payé par l'État algérien. Les gars du FMI, de la Banque mondiale qui viennent d'Algérie, c'est l'Algérie qui les paye. Via quoi? Via quelle banque? Le CPA. Bon. Ces consultants, ils garantissent d'autres contrats plus juteux plus onéreux pour leurs employeurs, qui imposeront la dépendance de notre pays grâce à leurs conseils stratégiques. Ce questionnement, c'est pour montrer l'utilisation de think tanks et organisations internationales non gouvernementales pour la soumission d'un pays. Nous en avons déjà parlé. En voici deux exemples. La mine de Tel Hamza de Ouadamizor et son étude d'impact environnement pour laquelle un militant a été relaxé. Cette affaire reviendra sur le devant de la scène. Elle reviendra au devant de l'agit-prop officiel, c'est-à-dire ordonné par les militaires. Parce que les généraux et l'occupant de la conciergerie de Macron en Algérie doivent céder. Ils ont refusé de donner un signal qui confirme que cette affaire est annulée, que le projet de mine de Ouadamizor est carrément annulé. Si nous devenons président de la République, non seulement nous allons annuler ce genre de projet, sans études, etc. Nous sommes prêts à accepter à payer des amendes, parce qu'il y a des amendes à payer, annuler un contrat, parce que ça c'est quand des Occidentaux ou des Anglo-Saxons rédigent un contrat, ils prévoient ça. Nous allons les payer pour arrêter le dégât. L'État algérien n'a donné aucun signal d'annulation de ce projet. Donc cette affaire de Tel Hamza et de Ouadamizor et toutes les autres affaires vont revenir au devant. Ce genre d'affaires, c'est en 2014-2015 que nous avons saisi le secrétaire général de l'ONU, le FMI et la Banque mondiale dans l'initiative internationale BRINA. Le deuxième exemple, cette histoire de numérisation. Le fait de dire numérisation nous écœure, dégoûte. Informatisation. On utilise l'informatique, etc. Avec les nouvelles règles qui demeurent inconnues du calcul du PIB en algérien. Nous allons parler du PIB. Aucun manuel ne circule. Aucun manuel. Vous allez informatiser ça? Combien de temps?
Combien d'argent? Avec qui? Par exemple, les services consulaires algériens dans les pays de l'OTAN fonctionnent comme des administrations à Alger, comme à Béjaïa, comme à Mazet, etc. C'est la même culture. La culture du papier, la culture de la paperasse, la culture du délai d'attente, la culture du monopole de la signature. C'est cette histoire-là. Pour signer une procuration, il faut 90 000 papiers, il faudra attendre 3 jours. C'est ça. Pour avoir une carte d'identité, un passeport algérien, pour avoir une carte consulaire, il faut 48 heures, 24 heures, 72 heures, une semaine. Ça, c'est dans les pays. Hein. Bon. Sur toutes ces histoires d'informatisation, voici ce que disent Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato est une économiste anglaise. Pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là de la connerie économique, elle est potentiellement un Nobel d'économie dans peut-être 4 à 5 ans. Mariana Mazzucato est un potentiel Nobel en économie dans 4-5 ans, probablement. Elle a une influence planétaire. Bon. Donc, voici ce que disent Mariana Mazzucato et Rizzi Collington. The Big One, dans le livre s'appelle The Big One, How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Government and Warps Our Economies. C'est un livre de 2023. In 2014, the Chinese government ordered its state-owned enterprises to cut ties with US-based consulting companies. Millions of people, là c'est lié à la santé et à l'informatisation aux États-Unis d'Amérique. Millions of people tried and failed to access healthcare.gov. The website had crashed. 2 weeks later, the White House even considered shutting the website down indefinitely. It includes poor scoping and project planning, a lack of clear leadership from federal top administrators, and a time frame was impractically short for developers. Ça, il parle avec l'Obamacare, le site internet fédéral qui s'occupe de l'Obamacare, c'est-à-dire pour prendre en charge les Américains qui vont bénéficier des soins de santé, d'une couverture médicale, d'une assurance, de la gratuité de certains médicaments. Ils ont fait un site internet, aux États-Unis d'Amérique. Bien sûr, c'est un site internet qui a été externalisé, c'est-à-dire ce sont les grosses compagnies informatiques qui l'ont fait. Ça, il y a d'autres aspects à développer ça. Donc le site internet a crashé. Donc l'Obamacare, même s'il a été signé, etc., même s'il est menacé de retrait, etc., est devenu une opération à la cause de l'informatique. C'est les États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît. C'est les États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît. Avec toutes les universités qu'ils ont, avec tous les informaticiens qu'ils ont, ils ont préféré sous-traiter. Et voici le résultat. Bonjour l'Algérie. Préparons, soufflez, c'est dur, nous allons couper. Hein. Nous allons couper. Nous allons ajouter, nous allons inclure ces documents, hein, ces tableaux, nous allons les ajouter à cette présentation. C'est-à-dire que vous trouverez des accès, nous allons mettre les accès. Non, nous allons parler de la guerre hybride, des équilibres internationaux. Il n'y a pas uniquement du baratin là, il y a des chiffres. Si nous étudions, ça c'est la population. Hein. Population et certains chiffres. Hein.
Ensuite, dans l'ordre, nous passons à la balance des paiements, aux réserves internationales et d'autres standardisations. Donc, c'est des lectures. De 2010 à 2021, d'après les données, ce sont des projections. Ce ne sont ni des prévisions ni des prédictions. Ce sont des projections sur l'hypothèse de croissance moyenne de la population algérienne faite par l'ONU. Pourquoi l'Algérie refuse de publier le sondage, le recensement général de la population? Aïe, c'est une insulte. Bon, la population algérienne, d'après ses projections, elle est passée, en 2010, elle est passée de 35,8 millions à 44,17 millions en 2021. Nous sommes en 2024. Hein. En 2021. Avec un taux de croissance moyen de 1,67 en 2021. La population algérienne vieillit. L'âge médian en 2010 était de 25,1 années. En 2021, il est de 27,8 années. En 10 ans, un peu plus de 10 ans, la population algérienne a vieilli de 2,7 années. Le doublement de la population, avec la population de 2010, projection de l'ONU, la population aurait doublé en 36 ans, 36,9 années. Ça, c'est en 2010. En 2021, la population algérienne doublera en 41 ans,9. C'est-à-dire, elle passera de 44 millions,2, elle passera à 88 millions,4 dans 44 ans. C'est-à-dire 2021 plus 41 ans, 2062, à peu près. Est-ce la raison qui empêche les Algériens de... Est-ce la raison qui empêche les Algériens de publier les chiffres? Probablement. Est-ce qu'ils annoncent des programmes offensifs sur la natalité? C'est-à-dire en disant offensifs de réduction de la natalité. En 2015 à peu près, 2016-2017, nous avons parlé du doublement de la population, avec les théories de Baker, etc. Nous avons suggéré le doublement de la population en 2070. Nous pensons avoir utilisé l'hypothèse de la faible croissance. Le doublement de la population algérienne est problématique. Qu'est-ce qui s'est passé en France démographique? Nous rappelons que nous sommes battus contre l'INET français qui a été mandaté pour dire que la croissance de la population algérienne est explosive. Emmanuel Macron, là, ils ont envoyé ces cocos là, l'INET, pour attaquer l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Ça fait quelques mois, Emmanuel Macron a fait passer la loi sur l'immigration. Même s'il y a une relecture, il n'a pas passé une loi sur l'immigration. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, dans ces 2 semaines-là, dans ces 2 dernières semaines? Emmanuel Macron parle de la démographie française pour relancer la natalité. Donc, quand nous combinons la loi sur l'immigration et l'accélération de la natalité en France, c'est-à-dire l'augmentation de la population en France, c'est-à-dire la crise démographique, nous comprenons. C'est-à-dire Emmanuel Macron, il a toujours une longueur d'avance. Du moins, ceux qui le conseillent lui donnent une longueur d'avance. Sur la presse, les médias, les tchaklen, les analyses de plateau de télévision, là.
Avant d'attaquer la démographie, il a attaqué l'immigration. C'est-à-dire, nous voulons ni d'Africains, ni d'Arabes, ni de sous-développés, etc. Nous voulons des Blancs, chrétiens, catholiques. Voilà. Mais il veut augmenter la population française. Maintenant, s'il réussit, on verra. Parce qu'il y a des Anglais, des Américains qui viendront vivre en France, nous savons. Bon. L'Éthiopie a une surface de 2 millions de kilomètres carrés, 1 million. C'est-à-dire moins de la moitié de l'Algérie, de la surface algérienne. Combien d'habitants? Elle a 126 527 000. Si sur 1 million de kilomètres carrés, la population éthiopienne est de 126 millions,6, c'est ici que je lis. Sur 2 millions de kilomètres carrés, combien d'Algériens pourront vivre? Nous avons suggéré la construction d'une capitale dans le désert algérien. Le gars de l'Égypte, il est en train de construire une nouvelle capitale dans le désert. L'Algérie aurait pu prendre beaucoup d'amont sur ce qu'il fait là. Le Nigeria, sur une surface de 910 000 km². Il a une population, s'il vous plaît, de combien? De 223,9 millions d'habitants. Et ils disent à l'Algérie de freiner la population, la croissance démographique. Avec quoi? En plus de la population algérienne, de la nation, des civils, il faudra un peu d'armée, juste un peu d'armée, pour défendre l'Algérie. Mais ce peu d'armée doit être produit par une population plus large. Okay? Ce peu d'armée doit être extrait sur une proportion d'une population plus nombreuse qui doit occuper le désert là. Maintenant, nous allons vous mettre ces chiffres. Voici le revenu national brut par habitant de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Le revenu national brut par habitant. Le bleu, c'est l'Algérie. Là, c'est l'Algérie. Regardez comment est-ce qu'il a dégringolé. En 2021, nous sommes presque au même niveau que les Marocains et les Tunisiens. Presque au même niveau. Maintenant, on va standardiser un petit peu. Nous allons prendre, faire des indicateurs à l'intérieur même de l'Algérie. Il faudra comparer là. Comparer, pas une comparaison idiote. Une comparaison par standardisation scientifique. En 2021, l'Algérie a fait un PIB de 163,4 milliards de dollars. 163,4 milliards de dollars. Si les Algériens vivaient avec le revenu national brut par habitant de la Tunisie et du Maroc, ils auraient eu besoin d'un PIB de 168 milliards de dollars. Nous invitons les économistes, les étudiants en économie, les étudiants en mathématiques de reprendre ça, de l'expliquer. Le revenu national brut par habitant mesure le niveau de vie. Il ne faut pas le confondre avec l'inflation. Dans le niveau de vie, il parle par exemple, de l'éducation, de la santé, de l'état des routes, etc. Tout. Le taux de change de l'Algérie, il y a des calculs.
passer à autre chose, je commence. C'est les réserves de change en dollars. Et moi, les réserves de change. Yeah. Regardez la courbe bleue. La courbe bleue, c'est l'Algérie. Elles ont chuté. De 2019 à 2022, l'Algérie a, nous disons bien, l'Algérie a perdu 15 milliards de dollars dans ses réserves de change. Actuellement, en 2022, les réserves de change de l'Algérie s'élèvent à 71 milliards, 8 milliards de dollars. Nous avons 71 milliards, 8 milliards de dollars de réserves. Mais depuis 2018, l'Algérie a perdu 15 milliards. La Tunisie, le Maroc, pour la même période, de 2018 à 2022, a gagné 1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars de réserves de change. La Tunisie a gagné 351 millions, 5 millions de dollars. Pour la Tunisie, il n'y a pas de milliard. L'Algérie a perdu. Ok. Maintenant, de quoi? À quoi c'est dû ça? Taux de change du dinar, du dirham et du dinar tunisien. L'Algérie, du dinar, le taux de change. Le taux de change, la variation, le dollar américain a gagné quelque chose comme 47% par rapport. Le dollar américain a gagné 47%. Le dollar américain a gagné 47%. C'est-à-dire, la dévaluation du dinar a été ravageuse. Elle est là. En bleu, ce qu'a gagné le dollar américain face au dinar. De 2010 à 2022, le dollar américain a gagné 90,89% par rapport au dinar algérien. Disons qu'il a gagné sur évaluation. La Banque d'Algérie, le groupe va nous dire appréciation. Alors, dis-nous s'il s'agit d'une appréciation ou d'une surévaluation. Okay? De 2019 à 2022, de 2018 à 2022, avec ceux qui occupent, avec les généraux et celui qui occupe le Mouradia. Le dollar a gagné encore 21%. Qu'est-ce qu'il faut dire par là maintenant? L'impact. Pour ce calcul-là, nous n'allons pas donner tous les détails de calcul, toutes les interprétations, parce que ça commence à monter. Là, hein. Pourquoi la balance commerciale, la balance commerciale, hein, les réserves de change, la balance des paiements. La balance des paiements, regardez ce désastre. Pourquoi la balance des paiements? D'un côté, la balance des paiements, c'est la calamité. Nous perdons beaucoup d'argent.
Il y a bon, la dévaluation du dinar, ça c'est clair, l'inflation importée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rappelez-vous le déplacement, les visites officielles du président du Conseil italien, qui ne sert absolument à rien, le président de l'Italie. Et comment il s'appelle? Mattarella, quelque chose comme ça, il est venu en Algérie. Lui, il ne sert absolument à rien, c'est un poste honorifique. Mais il est venu, il a accompagné Annaba, c'est ça, Skifda, Annaba, etc. Parce que c'est là qu'il y a les raffineries pour alimenter l'Italie en gaz. C'est un ancien Premier ministre. Si vous vous souvenez compte, le chef du gouvernement italien, l'ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, est venu. Mario Draghi est un ancien directeur de Lehman Brothers, Goldman Sachs, qui est passé gouverneur de la Banque centrale de l'Union européenne, s'il vous plaît. Ensuite, chef du gouvernement italien, et il vient en Algérie. Croyez-vous qu'il est venu en Algérie pour prendre du thé avec les crocos d'Alger, là? Il est venu en Algérie pour prendre des ressources naturelles à un prix plus bas que le marché. Parce que, théoriquement, du moins, pratiquement, avec tous les conflits qui se sont produits depuis 2018, l'Algérie aurait dû avoir les réserves de change en dollars. En 2010, l'Algérie avait 170 milliards de dollars de réserves de change. De ces réserves de change, il faudra extraire celles qui sont engageables et celles, il faut faire une différence entre les engageables et les non engageables. Quand on vous dit qu'il y a 16 mois de réserve, 16 mois d'importation pour 2022, c'est de la pure connerie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'arithmétique politique. Elle est vraie. On prend le montant des réserves, on le divise par les importations par mois, on trouve le nombre de mois de réserve. C'est ce qu'on appelle de l'arithmétique politique. Il est là. Il faut que le dinar reste stable, c'est-à-dire qu'il doit rester dans les égouts de la monnaie de la Banque centrale. Le dinar doit rester très faible. Les prix doivent continuer à monter. Que l'Algérie arrive à placer des quantités sur le marché international et qu'elle importe moins. Alors c'est tout le contraire qui se décide. Le dinar va devenir comme le franc CFA. Tout ça. Croyez-vous qu'Emmanuel Macron refusera de céder aux Américains? Il va céder aux Américains. Mais est-ce qu'il acceptera de payer ses ressources naturelles en Algérie plus cher? Si Emmanuel Macron accepte de payer plus cher les ressources naturelles algériennes, et s'il accepte de rembourser la créance que l'Algérie détient sur la France, là, il faudra sauter de joie, là. Il faudra sauter de joie. Parce qu'il montrera qu'il est faible. Où est-ce qu'il va prendre de l'argent maintenant? Dans ces réserves de change, qu'est-ce qui s'annonce? Le criminel, c'est l'idée, déjà l'idée, rien que l'idée de faire un chemin de fer dans le désert, c'est une idée qui doit normalement bénéficier d'une psychiatrie. Il y a l'acquisition des sous-marins nucléaires américains, des avions de chasse français, des avions de chasse. Il y a l'acquisition des Boeing, il y a l'acquisition des Airbus pour l'aviation civile parce qu'ils ont décidé de transformer l'Algérie en foutoir
Maintenant, nous allons arriver au dernier point. Loi des finances. 2024, hein. Maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable raccordée au réseau électrique national. Combien? Il y a 3 milliards de dinars. 3 milliards 142 millions 386. Hein? Prenez-vous les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages? Alors que vous avez décidé de transformer l'Algérie en cimetière des véhicules français et allemands, européens, alors que maintenant, il faudra penser à doter les administrations publiques de véhicules électriques. De véhicules, doter l'administration publique de véhicules électriques. Avec 5 milliards de dinars là, avec 5 milliards de dinars là, qu'allez-vous faire? 3 milliards de dinars là. Véhicules électriques. Faire de l'efficacité dans les ressources naturelles, l'eau. Exploiter le solaire. Qu'allez-vous payer avec ça? Vous allez importer de la technologie allemande, française, ou norvégienne et danoise? Non, vous allez importer. Emmanuel Macron, de force, vous imposera les véhicules français. Hein. Sommes-nous contre l'importation des véhicules français? Européens, non. Aucun problème. Comme les Japonais. Nous allons faire comme les Japonais. Vous voulez un Algérien veut importer un véhicule, combien de vaches? Combien de vaches? Il sera heureux avec sa femme, ses enfants, etc. Il va circuler en Algérie dans un gros véhicule de luxe allemand, etc. ou français, ou je sais pas. D'accord. Paye-nous 240% de douane, comme les Japonais. 240% de douane. Tu vas nous payer 240% de douane, tout ce que la pollution de ton véhicule, tu la paieras. Douane. Et nous avons lancé avec l'argent, soigner les Algériens qui deviendront malades de la pollution. Dans l'interview, pas possible. Voici l'histogramme de la loi des finances 2024 en Algérie. Regardez ça. Le bleu, c'est la défense nationale. Hein. En fin 2022, nous avons dit qu'il y avait une élection présidentielle pour 2023. Nous maintenons notre conclusion. L'élection présidentielle était prévue en 2023. Elle était prévue soit par coup d'État, par destitution, peu importe, ou malheureusement, elle a été annulée pour, malheureusement ou heureusement, non. Elle a été annulée pour une raison. Motif principal, le motif. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause. Emmanuel Macron était contre. Les États-Unis, nous disons bien, Emmanuel Macron était contre. Lui tout seul était contre. Les États-Unis d'Amérique étaient contre. Emmanuel Macron et les Américains ont été sur des positions divergentes. Ça, c'est une certitude. L'autre possibilité, l'absence de candidats. La peur de se présenter. Nous allons nous préparer pour l'élection présidentielle de 2024. Et en disant qu'il y a une peur en 2023, cette année 2024, obligatoirement, légalement, elle doit avoir lieu. Est-ce qu'il y aura des candidats? Oui. Tacitement là, celui qui est à Mouradia, il doit y être parce que
Il a besoin d'être un corps là où il est, parce qu'il y a... C'est une assurance. C'est une assurance vie. Nous refusons d'aller sur les petits menus de l'atteinte à la vie privée, à la dignité humaine. Là, c'est une assurance vie. Lui, comme certains généraux, ils ont besoin d'une assurance vie. S'il y a d'autres candidats, oui. Il y a celui qui est en silence là. Ils vont le placer comme joker. Et là, les Américains et les Français, les Américains et Emmanuel Macron, qui, nous disons, préparent un troisième mandat dans son pays, vont le soutenir. Ils vont soutenir ce candidat-là qui est caché. Hein? Qui est caché. C'est un candidat qui a ruiné la majorité de l'Algérie, qui a ruiné les droits de l'homme en Algérie. Il a trahi Ahmed, il a trahi tout le monde, il a trahi Al-Nussi, il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde. C'est un joker. Pour les Français et les Américains, c'est un très bon joker. C'est un très bon joker. Attention. Dernier graphique. C'est le même graphique. Celui-là ou celui-là, ce sont les mêmes données. C'est juste la forme qui a changé. Ici, c'est ce qu'on appelle histogramme compilé. Est-il normal qu'en 2024, le budget de l'armée soit de ce taille? Non. C'est ce qui est dramatique. C'est-à-dire, même quand nous additionnons le budget de la santé, le budget de l'enseignement supérieur et le budget de la justice, il faut additionner ces trois. Ils demeureront inférieurs au budget de l'armée. Est-il possible de construire un pays quand la justice, la santé et l'enseignement supérieur valent moins cher que l'armée? Valent moins cher en termes de budget. Hein. C'est incroyable. C'est impossible. On dit que l'armée ne peut être qu'un appoint. Alors la dira. Croyez-vous que nous allons nous rabaisser à vos petits trucs codés là? Ce que vous avez annoncé sur les syndicats là, c'est typiquement américain. Hein? Ce que vous avez annoncé sur le CPA, c'est typiquement américain, mais vous avez peur d'aller dans le détail. Quand on parle de cette histoire de syndicats, etc., il faut éviter de penser syndicats, c'est-à-dire ceux qui sont dans les bureaux, etc. Il faudra penser le bien-être des travailleurs, la défense des travailleurs, les salaires des travailleurs, l'inflation. Il faudra penser au financement des grèves. Il faut penser à qui paiera les grévistes, parce que les grévistes, ils doivent être payés maintenant. Hein. Ça, c'est la loi américaine qui s'applique. Hein. C'est ça qu'il faut, c'est à ça. Mais actuellement, il y a la démission, le vidage. La loi sur les syndicats vise à vider les syndicats. Parce qu'en Algérie, il y a un climat de terreur. Personne ne voudra que son nom apparaisse dans une liste de syndiqués. Un syndicat de l'extrême gauche. Mais par contre, les confédérations du patronat, etc., cette association de gangs, vont continuer à travailler, elles ont de l'argent. Sur le CPA, pourquoi? Vous avez reculé d'abord sur le nombre de banques à privatiser, hein? Ouverture boursière, etc. Voilà. L'ouverture boursière, le jour où vous ordonnerez, vous forcerez des grandes entreprises privées d'aller en bourse de force pour introduire cette culture
le CPA. Facilitez la création des banques. Faciliter la création des banques. Ça, c'est le premier. C'est ce que vous demande le FMI et la Banque mondiale. Arrêtez peut-être de capitaliser et laissez les banques publiques mourir par la concurrence. Laissez le CPA, foutez-lui la paix avec l'ouverture de capital là. Il y a des banques privées en Algérie. Forcez-les à venir vers la COSA, l'opération boursière, la cotation boursière. Foutez la paix au CPA. Pourquoi le CPA, pas la BNA, pas la BEA, pas la BAD? Nous vous rappelons que durant les années 90, les années 80, c'était l'éclatement des banques. Les années 90, il fallait créer des holdings. Les années 2000, se constater que ça ne marche pas. Les années 2010, c'est un désastre. Tout ça. Nous n'avons pas peur d'aller au FMI, aux économistes du FMI, nous allons. Ça risque d'être très chaud avec les économistes du FMI et de la Banque mondiale, s'ils acceptent de nous recevoir. Oui, nous allons faire des concessions. Nous allons faire des concessions. Les Algériens doivent apprendre à payer. Mais nous le dirons aux économistes du FMI et de la Banque mondiale. Et d'autres. Et surtout aux décideurs politiques. Que la nation algérienne mérite respect. Que l'économie est une connerie. Et que nous avons l'habitude de nous battre avec des Nobel d'économie. Nous avons l'habitude. Nous aimons ça. Nous aimons la bataille. Ce ne sont pas des économistes de la Banque mondiale et du FMI qui viennent une fois, 2 fois par an depuis 1980 en Algérie, qui vont nous dicter, qui vont produire un désastre, parce que les économistes et les politiques et les militaires algériens ont peur d'eux, et ensuite en 2024 ils viennent nous dire non, que nous sommes trompés. Non. Nous éviterons à l'Algérie le sort de la Grèce. Merci beaucoup, chers compatriotes. Continuons à travailler pour la paix en Algérie, continuons à travailler pour la prospérité en Algérie, continuons à travailler pour le recouvrement de la souveraineté sur la patrie. Merci à vous tous.